Docteur Jean Ping, merci beaucoup d'accepter cet entretien avec La Voix de l'Amérique. C'est moi qui vous remercie, Nathalie, Alors, d'avoir eu l'amabilité de m'inviter. Alors, vos avocats ont introduit une requête en révision de la décision, la fameuse décision du 23 septembre de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est votre dernier recours ? Non, nous avons recours à plusieurs fronts. Il y a le front judiciaire, il y en a d'autres. Le front judiciaire, nous savons que la Cour est une tour de Pise qui pense toujours dans la même direction et nous savons presque d'avance ce que la Cour va dire. Mais nous avons engagé ce recours d'abord parce que nous voulons que tout le monde sache ce qui se passe et nous pensons aussi que bientôt nous allons avoir le rapport de la Commission de l'Union européenne. Donc en appui à ce rapport, nous pensons que c'est bon de continuer ce que nous appelons parfois le harcèlement judiciaire. Et donc c'est pour ça que vous êtes rendu récemment, notamment en Europe, à Bruxelles, à Paris. Cependant, l'on sait que la décision de la Cour constitutionnelle, normalement, est sans appel. Est-ce qu'il y a des cas de figure pour lesquels on pourrait faire ce type de recours, justement ? C'est le cas en particulier, là, non ? Oui, c'est le cas en particulier parce que la Cour doit nous communiquer les résultats réels et nous avons 15 jours pour faire appel. Nous exploitons ça. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche utile ? Parce que beaucoup d'observateurs pensent que vous perdez votre temps. Est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps ou est-ce que vous avez le sentiment que ça va apporter quelque chose ? De la part de la Cour, c'est impossible. Nous l'appelons d'ailleurs la tour de Pise. Elle penche toujours du même côté. Et nous savons qu'il n'y a rien à faire avec la Cour constitutionnelle. Simplement, la communauté internationale, comme vous le savez, nous a amenés à suivre une procédure, en disant qu'il faut suivre la procédure légale. Nous avons donc écouté la communauté internationale, bien que sachant que la Cour ne donnera rien de bon, nous avons suivi ce processus-là. Et nous devons l'achever. Et après, une fois qu'il sera achevé, comme vous l'avez dit, vous savez que rien ne changera au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire ? D'abord, nous pensons que la communauté internationale qui nous a poussés jusque-là doit prendre ses responsabilités. La communauté internationale nous a dit suivez la procédure légale. Nous savions que la procédure légale était viciée pour toujours. Et nous leur avons dit, mais nous allons faire des pressions, nous allons exercer. Nous avons donc suivi la procédure légale. Et ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Alors, je suis allée sur votre site internet et il est écrit « Le président gabonais Jean Ping poursuit sa campagne ». Alors, votre campagne après les élections, donc quelle est-elle, votre campagne exactement ? C'est de sensibiliser justement la communauté internationale sur ce qui vous est arrivé ? Oui, tout à fait. Si nous avons dès le départ sollicité la communauté internationale et que la communauté internationale a suivi tout le processus, nous pensons que nous devons continuer. Le rapport de la Commission de l'Union européenne doit sortir dans les prochains jours. Nous pensons que l'Union européenne, qui a suivi tout le processus, doit dire le droit. Elle, forcément... Mais quel pouvoir a-t-elle ? Une fois qu'elle aura effectivement mis au jour son rapport, quel sera son pouvoir par rapport à votre problème ? Mais si nous avons appelé la communauté internationale à venir prendre part à l'observation des élections, c'est que nous pensions qu'elle avait un rôle à jouer. Si elle n'a pas de rôle à jouer, pourquoi voulez-vous qu'on fasse appel à la communauté internationale ? La communauté internationale a donc fait son travail. Elle fera sortir un rapport et de ce rapport résulteront un certain nombre de conclusions. Donc vous dites être le président élu. Est-ce que cela veut dire que vous allez former une sorte de gouvernement parallèle ? Je ne dis pas que je suis le président élu. Je suis le président élu. Tout le monde le sait. La communauté internationale le sait. Alors c'est vrai que les chiffres ont été très parlants, en effet. Mais bien sûr, toute la communauté internationale le sait. Les Gabonais le savent.
Ali Bongo lui-même sait que j'ai gagné les élections et qu'il est en train d'essayer de voler ces élections. Tout le monde sait ça. Donc à chacun de prendre ses responsabilités. Et quel est votre sentiment par rapport au fait que la communauté internationale ne se soit pas vraiment prononcée en votre faveur? Est-ce que c'est une grosse frustration pour vous? Écoutez, nous attendons toujours, hein, rien n'est joué. D'abord, je vous dis, le rapport de la communauté, de l'Union européenne sort dans les quelques jours qui viennent, va sortir. Que va dire ce rapport? Nous ne le savons pas encore. Donc ce rapport pourrait très bien se prononcer sur des choses concrètes. Ensuite, nous faisons le tour. Pourquoi? Parce que la communauté internationale nous a suivis, nous a conseillés, nous a dit de faire ce qu'il faut faire. Et nous attendons que cette communauté internationale se prononce. Je vous donne un exemple. Je suis en Amérique du Nord. Je ne suis pas venu ici pour demander de l'argent aux Américains. Je ne suis pas venu ici pour demander des troupes aux Américains, ni des munitions aux Américains. Nous leur disons simplement que nous avons des valeurs communes, nous les avons partagées, réaffirmez ces valeurs, dites ce que vous savez. Alors, qui avez-vous rencontré jusqu'ici aux États-Unis, justement? Écoutez, j'ai commencé par New York. Donc, j'ai rencontré les responsables de l'ONU, des Nations Unies, à New York. J'ai rencontré certains ambassadeurs et comme toujours, partout où je passe, je rencontre la diaspora gabonaise dans ces pays-là, qui est très active, très, très active. Ici, à New York, au Canada, un peu partout en Amérique du Nord. Des officiels à Washington aussi? Des officiels, vous avez rencontré des officiels? Oui, nous avons été au Congrès hier. Nous avons rencontré des membres du Congrès. Nous avons été aussi voir un certain nombre de personnalités. Nous allons rencontrer pas seulement des congressmen, nous allons aussi rencontrer des ONG, comme le NDI qui a participé à l'observation des élections au Gabon. Nous allons rencontrer des personnalités du département d'État. Nous allons rencontrer tout ce beau monde. Alors vous avez parlé de l'ONU à New York. La CPI, est-ce qu'il y a eu un examen préliminaire sur les violences électorales? Oui, nous avons saisi la CPI. Nous avons un avocat et nous avons saisi la CPI. Nous avons maintenant toutes les preuves pour pouvoir être entendus à la CPI et de surcroît, les choses nous ont été facilitées parce que le gouvernement a demandé à la CPI de venir pour un examen préliminaire. Donc la CPI est là, donc elle est obligée maintenant de se prononcer. Elle va donc faire les investigations nécessaires et nous savons que le monsieur qui nous dirige au Gabon à l'heure actuelle finira là-bas. Est-ce que la population vous suit au Gabon? Parce que lors de vos derniers appels à la mobilisation, on n'avait pas trop, on a remarqué qu'il n'y avait pas trop d'affluence vraiment de la part de la population nationale. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que la population gabonaise vous soutient vraiment? Écoutez, la population gabonaise non seulement me soutient, mais me demande de ne céder à aucun compromis avec le pouvoir. Donc pas de dialogue? Pas de dialogue. Je me trouve dans la situation suivante. La population dit, si vous allez au dialogue, c'est que vous nous avez trahis. Et à ce moment-là, nous viendrons nous attaquer à vous. Nous viendrons brûler chez vous parce que nous n'admettons pas que vous puissiez trahir. Alors, voilà. D'un côté, donc, nous avons le pouvoir, Ali Bongo, qui cherche à tuer, qui cherche à intimider, à tuer, à emprisonner des gens. De l'autre côté, le peuple qui vous demande, donc on se retrouve dans une situation du marteau et de l'enclume, entre le marteau et l'enclume. Alors, vous êtes aux États-Unis juste après les élections américaines. C'est Donald Trump qui est le président élu. Votre sentiment par rapport à cela? Et si vous pouviez faire un parallèle avec les élections américaines et les élections gabonaises? Oui, ce qui est admirable dans ce pays, c'est que les élections se passent tout à fait normalement et celui qui a gagné
quelle que soit l'opinion qu'on a de la personne, celui qui est gagné est proclamé vainqueur. Et il n'y a pas de problème majeur. Ce que nous voulons, c'est que des choses similaires se passent chez nous. Que celui qui a gagné gagne et soit proclamé vainqueur. Mais on ne peut pas, comme ça se passe chez nous, à chaque fois la même musique, le vainqueur est proclamé vaincu et le vaincu s'autoproclame vainqueur. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Nous partageons donc les mêmes valeurs, les valeurs de démocratie, les valeurs d'alternance, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de l'état de droit. Tout ça, nous les partageons avec quel que soit le candidat. Nous partageons ces mêmes valeurs. Nous voulons donc, quel que soit le candidat, que ces valeurs soient réaffirmées ici. Alors Donald Trump, selon vous, vous avez été aussi ministre des Affaires étrangères, vous avez présidé l'OPEP. Est-ce que selon vous, cela va apporter quelque chose de positif à l'Afrique, au continent africain, les rapports USA-Afrique et USA-Gabon? Bon, je pense que oui. Pourquoi? L'Afrique en général détient le plus grand réservoir de matières premières du monde. Parfois, par certains métaux, nous avons 90% de ces métaux sont en Afrique. Ça, c'est au niveau des matières premières minérales. Le pétrole. Nous avons des réserves de pétrole importantes. 25% des exportations de pétrole vers l'Amérique proviennent déjà du golfe de Guinée, où se trouve le Gabon. Nous avons 60% des terres arables du monde non cultivées se trouvent en Afrique. Et vous voyez la course à l'alimentation du monde. Elle est là. Je peux multiplier les exemples sans fin, sans compter que l'Afrique est un marché qui en 2050, c'est-à-dire demain, représentera 2 milliards d'habitants. Vous comprenez que personne ne peut négliger ce potentiel-là. Ce marché en devenir, ce réservoir de matières premières. Donc vous pensez que ça, c'est un marché qui va intéresser Donald Trump? Ça doit intéresser, à mon avis, tous les Américains. Quel que soit. Mais ça a toujours été le cas. Du côté de l'Occident, on l'a toujours présenté ainsi. C'est même ce qu'on lui reproche. Il y a cependant une manière de faire, de traiter avec l'Afrique. Je reposerai ma question ainsi. Est-ce que vous pensez que l'Occident va traiter de manière plus équitable avec l'Afrique? Je pense qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Nous aussi, nous n'avons pas le choix. Parce que la réalité ou le réalisme finissent toujours par l'emporter. Donc je veux vous dire que nous n'avons pas de préjugés. Quel que soit le président élu en Amérique, nous respectons ce choix. Nous pensons d'ailleurs que c'est ce qu'il y a de plus admirable dans ce pays, c'est que l'alternance se fasse et que les résultats soient reconnus et acceptés en dépit de quelques états d'humeur ou de protestation. Alors la Voix de l'Amérique va bientôt fêter ses 75 ans. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire pour ce média international? D'abord, joyeux anniversaire. Merci. Je crois qu'il faut le dire. Deuxièmement, la Voix de l'Amérique, c'est la voix de l'Amérique, c'est-à-dire la première puissance mondiale. Ensuite, la Voix de l'Amérique est très écoutée en Afrique parce qu'elle ne met pas seulement en anglais, elle émet aussi en français, l'une des langues officielles de l'Afrique, mais elle émet aussi dans des langues africaines, le Hausa, le Swahili, plusieurs autres langues africaines. Le Sango, Bambara. Tout ça, c'est dire que forcément la Voix de l'Amérique est écoutée partout dans le continent.